Dossier caché, la crise humanitaire à Mayotte, un secret bien gardé par Paris. Nous nous interrogeons ce matin. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Malgré, il faut le dire comme ça, depuis le début de septembre, du mois de septembre dernier, le gouvernement français a promis la distribution d'eau pour les populations fragiles du côté de Mayotte. Malgré l'arrivée début octobre d'un navire chargé de 500 000 litres d'eau embouteillée, ces distributions se font toujours attendre. En revanche, l'État poursuit à Mayotte, avec l'aide d'une dynamique sociétale propre à l'île, ses politiques de harcèlement des populations pauvres. Incapable de protéger les plus vulnérables et d'assurer le droit fondamental à l'accès à l'eau potable, il continue de rafler puis expulser à tour de bras les étrangers tout en détruisant les quartiers précaires, alimentant ainsi un cycle de colère et de misère incontrôlable. Un mois et demi après la première visite de Philippe Vigier, ministre français de l'Outre-mer à Mayotte, au cours de laquelle il a annoncé les premières mesures d'urgence en faveur des populations les plus fragiles, femmes enceintes, enfants, personnes malades ou handicapées, personnes âgées, et 15 jours après l'arrivée d'un premier bateau chargé de 500 000 litres d'eau embouteillée, les Mahorais vivent toujours au régime sans eau. Contrairement à la communication enthousiaste du gouvernement français, les populations les plus fragiles de l'île attendent en effet la distribution des packs d'eau gratuits promis par un État français pour le moins défaillant. Faute d'eau, l'heure est donc toujours à la débrouille pour les plus démunis des Mahorais. Avec la perspective que la situation n'est pas près de s'améliorer, la préfecture de la région venant de fermer encore un peu plus l'accès à cette ressource vitale. C'est le cas à Mixamoudou, commune de Bandrélé, à l'extrême sud de Mayotte. Quand Malika, le prénom a été changé, traverse le terrain de foot qui sépare sa maison de la borne fontaine, de légers nuages de poussière s'échappent du sol frotté sans conviction par ses sandales. Il est 7 heures du matin, mais déjà le ciel vide et le soleil dont on ne se distingue plus, les contours sont sans pitié. Depuis des mois, il s'allie pour brûler les quelques brins d'herbe, chauffer à blanc les tôles de dizaines de milliers de foyers, enflammer les pots, aspirer le peu d'eau de la terre et des corps sans la rendre. Ce n'est cependant pas vers les cieux que se tourne la colère, il faut le dire, des jeunes femmes, des jeunes enfants, des bébés, car ce sont bien les hommes qui ont vidé tout espoir, de ces personnes et surtout de leurs yeux plissés. En voilà encore un, justement tapis dans un coin d'ombre, assis sur un caillou. Entre ses jambes cagneuses, le même bac de peinture utilisé pour approvisionner la petite case en eau. Et oui, l'eau, il n'y en a pas. Sous la terre, sur la terre, dans les rochers, on n'en trouve pas. Qu'est-ce qui se passe finalement, mesdames, messieurs, du côté de Mayotte? Et pourquoi le gouvernement français tarde-t-il à nous faire connaître la situation? Eh bien, la situation est critique. Critique d'ailleurs de l'île sur le plan hydrique. N'est cependant pas nouvelle. Depuis 2016 et la première grande crise, toute la population vit au rythme des tours d'eau. Chaque année, même lorsque les réserves sont pleines, la faute à un réseau défaillant opéré par Vinci et à un syndicat des eaux dont la gestion alimentaire alimente en tout cas la chronique judiciaire. Au-dessus, un État tout aussi fuyant face à ses responsabilités et incapable d'assurer le droit fondamental de l'accès à l'eau potable à près de 400 000 personnes. Parmi elles, bien sûr, toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Il y a bien une élite locale capable de surmonter les chocs, d'acheter au marché noir des palettes de bouteilles d'eau à 300 € importées par leur réseau, d'installer des citernes à 1 000 €. Une petite classe moyenne qui dépend des tours d'eau à la maison passe son temps à gérer une eau suspecte et fait le tour des magasins pour trouver de l'eau en bouteille, heureusement plafonnée par le gouvernement français à 1,40 €, 10 fois plus cher qu'en Hexagone. Eh bien, mesdames, messieurs, il n'y a pas seulement ce cas.
Du côté de Mayotte, les familles souffrent. Alors, dans les quartiers de cases en tôle qu'ils occupent souvent illégalement faute d'autres possibilités, la typhoïde et le choléra restent endémiques. Oui, les populations sont justement en crise et cherchent finalement vers qui se tourner. Vers les cieux, vers le gouvernement français qui a déclaré que Mayotte lui appartenait, mais qui ne s'occupe pas de Mayotte, allez savoir. Parfois seulement, leur destin croise celui des autres habitants de l'île. Ainsi, pour s'assurer du respect des gestes barrières et éviter une catastrophe sanitaire, l'Agence régionale de santé a-t-elle installé des rampes d'eau durant la pandémie Covid-19, notamment aux abords des quartiers précaires. Dans la plupart des localités, l'accès à l'eau potable s'est alors amélioré pour les populations pauvres. Il n'en fallait pas moins pour susciter l'ire des xénophobes du cru, pointant d'un doigt gonflé de haine l'appel d'air migratoire, un privilège accordé sur le dos de ceux qui payent et plus récemment une des raisons du manque d'eau à Mayotte quand la consommation de ces rampes ne représente que 1% du volume départemental. Finalement, ceux qui viennent se réfugier à Mayotte, eh bien, sont chassés. Tout ça pourquoi? Parce qu'on nous dit il n'y a pas d'eau, circulez, allez ailleurs. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin, mesdames, messieurs. Dossier caché, la crise humanitaire à Mayotte, un secret bien gardé par Paris. Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïssi. Il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatolaïssi, bonjour. Bonjour à vous. Une fois de plus, Steve Zilongo, je dis bonjour aux co-combattants de Panafricanist TV, comme j'ai l'habitude de les appeler. Vous les connaissez. Vous qui ont l'habitude de regarder Panafricanist TV les connaissent. Bonjour aux techniciens ainsi qu'au top management de Panafricanist TV. Je dis bonjour à l'Afrique. Je dis bonjour au peuple noir. Je dis bonjour au peuple entier. Je parle du peuple des opprimés. Comme je l'ai dit, je voudrais, comme mon habitude, commencer par un coup de gueule. Nous allons aller ce matin du côté de la République démocratique du Congo, où il se prépare une élection cruciale cette année. Je crois c'est le 14 décembre prochain. Ce qui va nous intéresser de ce côté-là, c'est que, M. Tizilongos, est-ce que le gouvernement congolais n'est pas capable d'organiser avec ses propres fonds une élection présidentielle? Nous savons que chaque fois que une élection est financée par des fonds extérieurs, il y a toute une kyriade de missions d'observateurs internationaux. À la fin, on s'aboutit à une crise post-électorale qui saccage tous les acquis. Je crois que la Côte d'Ivoire nous parle, entre autres. Et je me rends compte que finalement, nos dirigeants n'ont jamais tiré une leçon de l'histoire. Est-ce que cette élection, enfin, ce sont les élections générales, parmi lesquelles les législatives, les municipales, entre régionales, provinciales, tout ça, et plus présidentielles, parce que le fond, c'est l'élection présidentielle qui est cruciale. Et tout ça, c'est financé par qui? La Banque mondiale. Donc, qui a donné une partie des fonds pour cette élection, pour organiser cette élection, et une partie des fonds reste attendue. En tout cas, nous restons vigilants parce que nous savons ce qui va se passer. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatolaïssi. Dossier caché, la crise humanitaire à Mayotte, un secret bien gardé par Paris. Eh bien, Paris avait promis 500 000 bouteilles d'eau, on va le dire comme ça, qu'il devait apporter aux Mahorais, jusqu'à preuve de contraire. Eh bien, les Mahorais n'ont vu aucune bouteille. Monsieur Steve Zilongos, je voulais quand même faire savoir et vous rappeler que Mayotte, c'est un territoire insulaire. Ça veut dire que l'Hexagone, c'est-à-dire Paris, a la possibilité de mettre un investissement, des investissements qui permettent de dessaliner l'eau de mer pour pallier aux besoins d'eau des populations mahoraises. Il s'agit d'une promesse qui date depuis, je crois, 2015-2016. En tout cas, depuis que Jupiter est arrivé. C'est une promesse qui consistait donc à procéder aux installations qui permettaient de désaliner l'eau et la rendre potable. Eh bien, malheureusement, comme d'habitude, nous sommes habitués, nous sommes coutumiers de ces promesses non tenues. Jupiter n'a pas cru devoir le faire parce qu'il n'y a rien à prendre du côté de Mayotte, comme c'est le cas du côté du Niger, comme c'est le cas du côté du Gabon. Mayotte, depuis septembre, vous l'avez indiqué d'ailleurs dans votre introduction, subit la sécheresse. Et ce n'est pas la première fois que ce territoire outre-mer français subit la sécheresse.
Ça veut donc dire que l'État central français ne se préoccupe pas de la situation sociale, si vous voulez, situation économique et même culturelle, parce que nous allons le dire tout à l'heure, nous allons devoir le démontrer tout à l'heure. Le problème d'eau à Mayotte impacte négativement le système éducatif, puisque du fait, justement, pour éviter la propagation du choléra, certains établissements scolaires sont obligés de fermer. Oui, pour éviter les questions liées, les problèmes liés à l'insalubrité, les établissements scolaires sont obligés de fermer. Du coup, les enfants se retrouvent non pas à l'école, mais à la maison. Et là, vous avez donc fondamentalement au moins deux droits fondamentaux des populations qui sont violées, qui ne sont pas respectées par un État prétendument démocrate. C'est-à-dire la France, je parle ici du droit d'accès à l'eau potable en quantité et en qualité, du droit à l'éducation de sa jeunesse. Voilà donc deux droits fondamentaux, c'est contenu dans la Charte universelle des droits de l'homme, qui sont donc violés allègrement. Et en plus, il y a même un troisième droit, un autre droit qui est violé. Paris a lancé il y a quelque temps une campagne de stérilisation des populations, de la population noire, notamment des jeunes. Ça dit que, déjà, Jupiter a décidé d'introduire au Parlement français une loi sur l'IGV, c'est-à-dire interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire que lui, Jupiter, comme il n'a pas d'enfant, il faut qu'il encourage les familles à ne pas en avoir. C'est-à-dire que si la femme veut, ça devrait même dire que la femme a le droit, n'est-ce pas, d'avorter, d'interrompre volontairement une grossesse. Donc, voilà donc la situation que nous vivons actuellement du côté de Mayotte, qui, je répète, est un territoire insulaire, c'est-à-dire que c'est entouré de la mer. Bon, qu'est-ce que peut-on expliquer qu'un territoire qui est entouré d'eau a soif? Alors qu'il y a des alternatives qui ont été annoncées pour régler cette question. En plus des problèmes d'eau, vous avez la famine. Parce que qui dit sécheresse dit absence des récoltes. Eh bien, l'État central français s'en tape carrément les couilles, excusez-moi, passez-moi l'expression, ça ne l'intéresse pas du tout les problèmes qui se passent du côté de Mayotte, mais Paris s'intéresse à ce qui se passe à la misère des populations nigériennes. Paris se préoccupe de l'insécurité galopante au nord du Mali. Paris se préoccupe, n'est-ce pas, de la misère des populations du côté du Burkina Faso. Mais pourquoi est-ce que Paris n'envoie pas l'Agence française de développement régler les problèmes de Mayotte? Voilà les contradictions de ce pays-là qui a la prétention de venir résoudre les problèmes en Afrique. Donc, quand je le dis, aucun média français n'en parle pratiquement. Je parle des médias qui ont l'habitude de nous bassiner les oreilles avec les problématiques africaines. Aucun média, aucun de ces médias ne met en perspective la crise, j'ai envie de dire, la crise humanitaire, c'est une crise humanitaire. Lorsqu'une population est confrontée à l'absence d'eau potable, c'est une crise humanitaire. Cette population a faim. Et puis, avant, il était question de procéder au rationnement. C'est désormais une histoire lointaine. On ne procède plus au rationnement d'eau. En plus, si on vous distribue 3 bouteilles d'eau, vous avez l'obligation de consommer au maximum une bouteille d'eau par semaine. Ça veut dire que nous sommes en plein apartheid social de ce côté-là. Nous sommes en plein apartheid. Bon, alors, si on distribue uniquement de l'eau de consommation, comment est-ce que les populations vont faire pour se baigner? Puisque apparemment, il n'est pas possible d'utiliser l'eau de mer pour se baigner, du fait de sa salinité. Bon, ok. Ça veut donc dire que ces populations n'ont pas le droit de se baigner, ni de prendre leur douche, ni de prendre leur bain, n'est-ce pas? Je crois que là, nous sommes en plein, nous sommes dans un crime. Dans un crime humanitaire que Macron et ses conseillers ne veulent pas assumer. Pourquoi? Parce que Mayotte, c'est quand même, ce ne sont pas que vous avez une minorité de l'Ocodem, c'est ça que vous avez appelé dans votre chapeau, une classe moyenne, qui a le droit d'avoir de l'eau potable et de l'utiliser comme elle entend. Mais les masses populaires, c'est majoritairement des populations noires.
Population noire qui vit en dessous de 160 € par mois. Il faut également dire aujourd'hui que dans les magasins du côté de Mayotte, si jamais vous trouvez de l'eau, on vous vend une bouteille d'eau à 1,40 €, soit à peu près 1000 francs CFA. C'est un business. Et pendant ce temps, eh bien, les riches qui sont de ce côté-là achètent une palette d'eau qui vient d'ailleurs de leur réseau à 300 €. J'ai dit, c'est un réseau de concussion, de mafia, si vous voulez, qui s'est mis en place. Une palette d'eau à 300 €. Je veux dire que c'est un réseau qui s'est mis en place, c'est-à-dire pour affamer le reste de la population, qui est majoritaire, les masses populaires, pas les Mahorais, et les Mahorais noirs, si vous voulez, parce que vous avez les Mahorais blancs, en fait, ils sont français parce qu'ils ont la citoyenneté française, mais en réalité, ils sont considérés par les locodèmes français comme étant des Africains. Vous avez oublié de dire dans votre introduction que ces mêmes populations qui se présentent comme étant des Français vivent et subissent le racisme. Et la plupart des écoles qui ont été fermées du fait de cette crise humanitaire sont très souvent les écoles où vont les enfants noirs. Les autres écoles tenues par cette classe moyenne de l'OCADEM sont ouvertes et n'ont pas de problème d'insalubrité comme les autres écoles que fréquentent les populations, les jeunes noirs. Donc, en plein territoire français, nous vivons donc non seulement du racisme, nous vivons ce que j'ai envie de dire, la discrimination en matière d'éducation, la discrimination du point de vue de la prise en charge des cas sociaux. Voilà une réalité. Et ce pays est membre permanent au Conseil de sécurité. Un pays qui viole les droits fondamentaux de ses concitoyens. De ses citoyens, c'est-à-dire, vous avez deux classes en France, c'est un secret de polichinelle. Vous avez, comme dans la plupart des sociétés capitalistes, vous avez la classe des privilégiés, et vous avez la classe carrément des bannis. C'est la même chose qui prévaut dans le système éducatif. Hein. En France, vous avez deux systèmes éducatifs. Vous avez le système éducatif, n'est-ce pas, des Français privilégiés, ou bien de leur progéniture, et vous avez un sous-système éducatif de ce qu'on appelle les enfants d'immigrés. Donc, ce n'est pas le même système, dans le même pays. Donc, ce n'est pas surprenant. La problématique que nous mettons en débat ce matin, que Paris qui a l'arrogance de s'ingérer dans les affaires qui le concernent nullement, soit incapable de gérer ses propres contradictions, de gérer ses propres problèmes sur son propre territoire. Ce n'est pas une surprise, mais je crois que cela dénote une fois de plus. Ce qui se passe à Mayotte, c'est la même chose qui se passe en Guadeloupe. Ça, c'est un peu de dire. C'est-à-dire, vous avez ces deux îles vivent les mêmes, les mêmes réalités socio-économiques, la discrimination, les problèmes de pauvreté, les problèmes d'insalubrité, les problèmes de racisme. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que même à Mayotte, où vous avez une population d'origine africaine, parce qu'en réalité, la population mahoraise est d'origine africaine, vous avez quand même des Noirs, c'est-à-dire Noirs de peau comme vous et moi, qui détestent les Noirs ayant la même couleur de peau qu'eux. C'est-à-dire ce que nous avons l'habitude d'appeler les nègres de salon, qui considèrent que les autres ne sont qui appellent les autres des négros. C'est-à-dire un nègre qui appelle notre nègre négro. Je crois que là, ça veut dire qu'en fait, ce sont des cerveaux blanchis qui résonnent ainsi. Albert Anatola, ici, on assiste quand même à une crise humanitaire et plusieurs personnes sur le continent africain et ailleurs commencent à déclarer haut et fort que c'est un crime contre l'humanité. Bien évidemment. Il s'agit d'un sujet tabou. Écoutez, c'est un sujet tabou que Paris ne veut pas mettre en perspective. Pourquoi? Parce que Paris a peur de regarder son vrai visage, son vrai niveau. Il se regarde dans son miroir. C'est-à-dire que vous avez la prétention d'aller résoudre la pauvreté, des problèmes de pauvreté sur le continent africain, alors que vous en avez sur votre territoire des pauvres qui vivent avec moins d'1 euro par jour, qui n'ont pas assez à l'eau potable, en qualité et en quantité, qui ont faim et qui ne vont pas à l'école. Du fait de la sécheresse, sur le continent africain, nous avons quand même le privilège, le mérite
que malgré la sécheresse, vous avez des enfants quand même qui vont à l'école, même si c'est l'école sous l'arbre, mais ils vont quand même à l'école. Mais en territoire français, vous avez des enfants qui ne vont pas à l'école parce qu'ils ne peuvent pas aller à l'école. Ça veut dire que là, c'est un crime. C'est une violation flagrante des droits fondamentaux de la jeunesse mahoraise qui, de par leur citoyenneté, sont français. Donc, alors, de mon point de vue, et je termine par là, au regard de ces faits, la question qui mérite d'être posée, c'est de savoir est-ce que la France mérite toujours sa place de membre permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité? Une question pour sortir de cette édition de Parole au panafricaniste, Albert Anatole ici. Assiste-t-on là, du côté de Mayotte, à la dépopulation noire? Bien évidemment. Écoutez, tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'avant cet épisode de crise humanitaire, vous avez, et c'est légal, hein, vous avez le ministère français de la Santé qui s'est engagé dans une campagne de stérilisation à la fois des jeunes filles, mais également des jeunes noirs, contre rémunération. Donc, ça veut dire que c'est planifié. Et si c'est planifié, ça veut dire que ça devient volontaire. Ça veut dire qu'on décide de décimer. Ça veut dire que désormais, la population mahoraise ne sera plus capable de procréer. On estime qu'ils sont déjà 400 000, mais c'est beaucoup. Hein. Il ne faut pas qu'ils dépassent, qu'ils touchent le million. Non, c'est trop. C'est ça. Et de manière systématique, je veux le dire parce que j'ai des contacts, j'ai des connaissances qui vivent en France. De manière systématique, les Africaines ou les Noirs qui accouchent en France sont incapables de faire un deuxième enfant. Parce que très souvent, la femme subit la ligature, soit des trompes, soit on les sectionne pour qu'elle n'ait plus la possibilité de procréer. De manière systématique, de manière systématique, elles accouchent par césarienne. C'est-à-dire, si vous avez des contacts, des connaissances en France, vous allez constater que la plupart des Africaines qui accouchent, c'est pas par voie basse. Également sur le continent africain. C'est pas par voie basse. Oui. C'est par césarienne. Oui. C'est par césarienne et c'est fait exprès. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas qu'elle procrée à nouveau. Donc, c'est planifié. Et c'est un crime. Parce que je pense que la femme a le droit d'avoir autant d'enfants qu'elle veut avec son époux. Ce n'est pas à l'État de décider de combien d'enfants un couple doit pouvoir avoir. Je crois que c'est un droit naturel d'avoir le nombre d'enfants qu'on souhaite avoir. Donc, il s'agit donc d'un projet, pour revenir à votre question, il s'agit donc d'un projet de réduction de la population noire du côté de Mayotte comme du côté de la France, du manière générale, et plus globalement en Occident. Et les questions de réduire de manière systématique la population noire. Et ils mettent tout en œuvre pour cela. Nous avons tout à l'heure évoqué la problématique du vaccin contre le Covid. Il y a d'autres vaccins qui vont être fourgués sur le continent africain, comme c'est le cas des vaccins antipaludiques. Ça veut dire qu'ils vont passer par toutes ces voies. Aujourd'hui, vous allez constater que même dans les aliments que nous consommons, ils vont mettre toute leur saloperie là-dedans pour justement amener les hommes à produire soit des spermatozoïdes de mauvaise qualité, soit à la forme de produire des ovules de très mauvaise qualité, et ça aura des conséquences au niveau de la procréation. Il faut donc faire très attention. Aujourd'hui, vous constatez que le niveau de, j'ai envie de dire, la natalité est en train de chuter carrément dans beaucoup de pays africains. C'est-à-dire, les programmes de natalité sont en train de chuter du fait de ces politiques sanitaires nauséeuses qui sont imposées à nos populations et qui sont le fait de nos gouvernants. Donc, ce que nous vivons en Afrique, c'est la même chose que vivent les populations mahoraises. Merci à vous, Albert Anatole, ici d'avoir été des nôtres encore ce matin. Merci pour l'invitation. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable journée.